Voilà, et pour en parler, bien sûr, nous sommes toujours avec Muriel Fabre et puis avec les coprésidents de ce groupe de travail, avec les propositions qui ont été formulées dans ce groupe, Catherine Lhéritier, Frédéric Roig. Nous sommes toujours aussi avec Martial Foucault qui a permis de formuler aussi les difficultés, mais de partir et de pouvoir progresser sur des solutions très concrètes. Et j'invite à nous rejoindre Françoise Gattel, sénatrice d'Ille-et-Vilaine et présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, qui est chez elle à l'AMF, parce que ancienne présidente de la commission de l'intercommunalité en particulier. David Valence, député de la 2e circonscription des Vosges, président de la délégation à la décentralisation de l'Assemblée nationale, et lui aussi longtemps élu local à Saint-Dié-des-Vosges. Et puis avec nous Rémi Lefebvre, politologue, professeur des universités, prof à l'IEP de Lille. Et vous avez travaillé sur le statut de l'élu, sur les conditions d'exercice, et vous avez des propositions à faire, peut-être des propositions qui seront convergentes avec celles de l'association des maires. Parce qu'effectivement, Frédéric Roig, après le constat, eh bien, il faut prendre une liste très très diverse. On l'a déjà un peu vu là, dans la première partie de notre débat, avec tous les aspects, on a dit les irritants, mais aussi tout ce qui sont autant d'obstacles sur la route du maire et de l'élu local aujourd'hui. Bien sûr, je voudrais dire d'abord qu'il faut lever les tabous. On a travaillé sans tabou, ça a été dit dans le débat précédent. On ne demande pas des privilèges. Être élu, ce n'est pas un privilège. C'est le résultat du suffrage universel qui est extraordinaire et que les gens ont exprimé au travers de leur vote. Et donc, on n'est pas ici des privilégiés dans cette salle, pas plus que dans les 35 000 communes à l'extérieur. Et donc, il faut que, mesdames, messieurs les parlementaires, vous puissiez passer cet obstacle-là, de dire on ne demande pas une France à plusieurs vitesses et il y aurait d'un côté les citoyens, de l'autre les élus. Non, dans le groupe de travail, ça a été exprimé ce matin, on demande simplement la reconnaissance de la responsabilité que le suffrage universel nous confie et que le gouvernement demande souvent au maire. C'est celui qui est là, qui est à proximité. On l'a vu sur le Covid, on l'a vu pour les Gilets jaunes, on l'a vu pour tout un tas de crises qu'on a traversées. Qui c'est qu'on voit sur la lucarne, le disait le journaliste tout à l'heure, c'est le maire. Le premier qui est sur un événement, c'est le maire. Et donc ça demande effectivement parfois peut-être de la reconnaissance, mais ce n'est pas pour ça qu'on le fait. Ça demande la capacité de pouvoir agir. Et donc, dans notre groupe de travail, effectivement, le sujet de la formation, bien évidemment, est important parce qu'on est rentré de plein fer dans ce mandat avec le Covid et donc on n'a pas pu avoir un début de mandat normal, être aussi un peu parrainé par les amis. Le sujet du temps et l'indemnité, elle est secondaire. L'indemnité, elle est simplement, la réflexion, ça a été de dire l'indemnité... on ne peut pas avoir une perte économique liée au fait qu'on s'est engagé au service de l'intérêt général. Et donc, du coup, à un moment donné, il faut que l'indemnité soit un juste équilibre. Ce n'est pas un salaire et ce n'est pas un métier d'être élu. Et donc, c'est toujours une indemnité qui doit compenser des frais. Et puis, bien évidemment, toute la question liée au statut des créditeurs, des autorisations d'absence, qui, effectivement, sont très compliquées. Ça a été dit dans un témoignage. Souvent, on ne peut pas les prendre. Et qu'est-ce qu'on fait? On grignote sur nos congés. On grignote sur notre temps pour pouvoir effectivement exercer notre mandat. Et puis la question de l'attractivité, bien évidemment, comment rendre la lisibilité d'un mandat attractif pour les jeunes, les étudiants par exemple, comment peuvent-ils s'engager alors que parfois ils sont très loin de leur commune pour exercer cette possibilité? Pourquoi il y aurait de tabous? Les personnes handicapées. Et bien entendu, il faut continuer le combat pour la cause féminine. On est souvent en difficulté, on voit sur les estrades, même si des lois sur la parité, etc. ont été mises, c'est très compliqué dans tous les témoignages qu'on peut avoir pour les femmes de s'engager effectivement dans la vie politique.
Voilà, donc ça c'est pendant le mandat, et puis après le mandat, vous l'avez évoqué, il y a la question des retraites, mais il y a également la question de la reconnaissance de la personnalité, de la responsabilité qu'on a. Et de la reprise souvent aussi d'une vie Quand vous encadrez des professionnelle. personnels, quand vous gérez des centaines de milliers d'euros d'argent public, quand vous gérez des marchés publics, quand vous engagez votre responsabilité, tout ça c'est une expérience qui est acquise, et ça fait aujourd'hui pchit le jour où vous n'êtes plus élu. Et donc, ce n'est pas normal qu'effectivement, ça ne soit pas un élément de valeur ajoutée pour permettre à des élus de pouvoir, après leur vie d'élu, pouvoir reprendre une activité professionnelle ou valoriser ce qu'ils ont acquis pendant l'exercice de leur mandat. Et donc, après tout cet inventaire, des propositions très concrètes, mais qui doivent se traduire souvent par des évolutions législatives. Et c'est là que les deux chambres du Parlement interviennent. Avec David Valence, un travail qui a été lancé. Je rappelle que vous êtes président de la délégation à la décentralisation de l'Assemblée nationale et que vous avez lancé à l'Assemblée nationale une mission d'information, là aussi peut-être pour progresser et trouver la traduction législative à tous ces problèmes qu'on évoque depuis ce matin et qu'on a déjà évoqués hier en ouverture du Congrès, quand il s'agit aussi de la sécurité physique des élus et de la prise de risques. Et on a eu des témoignages qui étaient vraiment poignants. Oui, d'abord, merci Jean d'avoir rappelé que j'ai été maire pendant 8 ans et je pense que c'est une expérience dans une vie publique qui est vraiment fondatrice. Je pense qu'on pourrait dire maire un jour, maire toujours. En tout cas, il faut toujours se souvenir de ce qu'on a vécu quand on était maire, et je l'étais dans un bassin d'emploi et dans une ville en transition avec beaucoup de friches industrielles et où il y avait un très gros travail à faire qui se poursuit avec mon équipe municipale. Moi, je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler de la mission d'information que vous avez évoquée, qui a été confiée à mes collègues Violette Spielbout et Sébastien Jumel, mission d'information. Ils sont avec nous ce matin et on leur donnera la parole. Ce matin, mission d'information qui a commencé ses travaux au mois de septembre et qui les remettra d'ici quelques jours maintenant, quelques semaines, avant les vacances de Noël, et qui se consacre à l'ensemble des aspects du statut de l'élu. Je voudrais dire que le vocabulaire est important quand on parle des maires. Je lisais encore ce matin un article de journal qui disait les maires, c'est les garde-fous de la République. On parle souvent des piliers. Et je crois qu'à force d'utiliser des métaphores comme ça qui sont un peu statiques, on a fini par oublier que ce rôle du maire, il évolue. Et on a fini par se dire, comme quand on voit un beau pilier, on passe à côté, on se dit la maison repose sur lui, mais finalement on n'a pas besoin de le rénover, on n'a pas besoin de donner envie de devenir cela. Or les maires, ce n'est pas les piliers de la République, c'est les constructeurs de la République, parce que tous les jours, par leur engagement auprès de nos concitoyens, parce qu'ils incarnent de l'intérêt général, c'est eux qui font croire à la promesse républicaine. Donc je crois que c'est important de ne pas utiliser ce vocabulaire très, très statique. Alors la mission, et Violette et Sébastien en parleront, sur le statut de l'élu, elle va embrasser l'ensemble de ces aspects qui concernent l'exercice du mandat. Parmi les sujets qui ont été peut-être un peu moins évoqués, parce que finalement quand j'écoutais les premiers intervenants, je me disais que tous les aspects avaient été brossés. Parmi les sujets qui vont être aussi évoqués, il y a le sujet indemnitaire dont on a parlé, le sujet de la protection pour les violences qui sont infligées aux élus, évidemment la compatibilité avec les engagements salariés et le travail, mais il y a aussi le sujet par exemple du conflit d'intérêts. Moi je sais que beaucoup de maires, et quelle que soit leur commune, se retrouvent parfois pris dans des injonctions ou dans des chaînes de responsabilité qui leur paraissent absurdes. Vous pouvez aujourd'hui être maire, représenter votre commune dans un syndicat et vous trouvez parfois reproché, si vous êtes aussi conseiller départemental, de participer à des délibérations sur ce syndicat, alors que vous y êtes pour représenter votre commune. Et je pourrais multiplier à l'envi ce type d'exemple. On est parfois dans aller trop loin dans le sujet du conflit d'intérêts, notamment au regard des élus locaux, et on est parfois en absurdie totale. Dans les aspects aussi que vous avez peut-être un peu moins évoqués, il y a le sujet de la formation. Et je suis député de la majorité présidentielle, et j'en suis tout à fait fier, mais je crois qu'on est allé trop loin dans le mandat précédent, et on a construit un système de formation. Sous prétexte de le simplifier, on a fait le contraire. Moi, je suis en permanence saisi
par, j'allais dire, des collègues maires, d'anciens collègues maires, qui me disent qu'ils attendent parfois des heures avant que le site se débloque, ils sont obligés de se faire accompagner pour pouvoir activer leur droit à la formation. Bref, on a construit un système très compliqué et on a dissuadé. Alors, il y aura des débats forcément dans le cadre des propositions que feront Violette et Sébastien sur l'obligation de se former en début de mandat. À partir de quel niveau de responsabilité? Est-ce qu'on l'exige aussi des adjoints? Est-ce qu'on le pense pour les conseillers municipaux? Parce qu'on a beaucoup parlé des démissions de maires, mais les démissions de conseillers municipaux et d'adjoints, elles sont au moins aussi préoccupantes parce que c'est le vivier aussi des élus en responsabilité de demain et des futurs maires de demain. Mais en tout cas, je pense qu'on doit avoir le courage de dire, quand on a réformé un système et que ça ne marche pas, de dire qu'aujourd'hui, le système qui existe sur la formation des élus pour l'activation du DIF ne fonctionne pas et qu'il faut le remettre à plat. Alors, vous avez fait les présentations tout à l'heure avec Sébastien Jumel et Violette Spilbou. Sébastien Jumel, qui est député PCF de Seine-Maritime, et puis Violette Spilbou, députée Renaissance dans la majorité du Nord, et qui vont être les co-rapporteurs. Peut-être l'occasion de faire connaissance, et puis surtout de nous dire quel est votre calendrier, votre agenda dans cette mission, l'un et l'autre. Monsieur Jumel. Bonjour à vous. Moi, je suis député d'une petite France au nord de la Seine-Maritime, 165 communes, 160 000 habitants, et j'ai eu la chance d'exercer tous les mandats, sauf celui de sénateur, mais je ne suis pas pressé, mais surtout le plus beau des mandats, celui de maire, en étant maire d'une ville moyenne, Dieppe. Et donc, je dis ça parce que je pense que cette question de l'ancrage des élus nationaux, leur connexion avec la vraie vie, est un sujet. Trop souvent, on a, dans ceux qui prennent les décisions, des gens déconnectés des réalités du terrain. Peut-être ça nous interpelle sur la question du cumul, sur laquelle il faudra réfléchir. Avec Violette, on a pris plusieurs décisions. D'abord, de considérer que ce sujet-là ne devait pas être politicien et qu'il fallait, dans un premier temps, être à l'écoute des maires pour servir de caisse de résonance de ce qu'ils subissent. On dit, un député d'outre-mer m'a dit ça hier, le maire est à portée de bise. Il est dans un contact chaleureux avec ses habitants, et la contrepartie de cela, c'est qu'il est à portée d'engueulade. Et de nombreux maires nous ont fait part de témoignages difficiles, de Saint-Brévin à l'Haye-les-Roses, en passant par tout un tas de situations où il y avait de l'émotion sur des maires engagés au service des autres et déstabilisés dans leur vie privée. Première réponse, on va régler cette question des violences faites aux élus. Il va falloir aligner évidemment les peines sur ceux qui sont dépositaires de l'ordre public et protéger les élus et faire en sorte qu'il y ait dans les parquets et dans les sous-préfectures et les préfectures des référents pour accompagner les élus. Là-dessus, il y a un consensus. Le deuxième enjeu de cette mission, et je le dis, et Violette est d'accord avec ça, il faudra que ça s'appuie sur des moyens financiers. C'est le nerf de la guerre, c'est de donner un contenu réel, d'abord une reconnaissance juridique au statut, mais un contenu de réel à ce qui fait le statut. Formation, indemnité, aller-retour entre le milieu professionnel et le mandat d'élu. Je vais vous citer un exemple. Un maire du Pas-de-Calais me disait que sa commune avait les pieds dans l'eau. Il était au chevet de sa commune et il a été contraint de se mettre en arrêt maladie pour être au chevet de ses habitants parce que le statut ne lui permet pas, en cas de circonstances exceptionnelles, d'assurer cette mission d'utilité publique. On va formuler tout un tas de propositions pour que ce statut soit reconnu, mais il faudra évidemment que le gouvernement nous accompagne en termes de moyens financiers parce qu'il ne faut pas que ça repose sur les moyens de la commune. Trop de maires nous ont dit: quand on n'a pas de fric, quand la DGF n'est pas au rendez-vous, on n'augmente pas les indemnités et on ne consacre pas d'argent. Donc tout ce travail que vous allez mener avec Violette Spilbou. Le dernier élément, je me permets, et Violette va prendre le relais, mais je le dis, c'est sur le pouvoir d'agir. On ne respecte et on ne reconnaît correctement un élu que quand il a le pouvoir concrètement de répondre aux besoins des habitants. Et moi, je l'ai dit hier aux questions au gouvernement. Un maire, son avis doit compter lorsqu'une classe est menacée. Un maire doit compter lorsqu'une maternité est fragilisée. Un maire doit être membre de droit d'un conseil local de sécurité. Un maire doit peser sur les attributions de logement ou doit être en situation de réguler les questions de logement quand ça se pose dans sa commune. Si on tient ces trois piliers, et c'est ce qu'on veut faire avec Violette,
y compris avec un calendrier parlementaire d'un véhicule législatif qui doit venir en début d'année, alors on pourra dire qu'on a fait œuvre utile, pas seulement pour câliner les maires, ils n'ont pas besoin d'être câlinés, ça a été dit, pas seulement pour faire des beaux discours, mais pour respecter concrètement la commune, parce que moi, ma commune, j'y vis, et donc les maires, j'y tiens. C'est le sens donc des du propositions rapport qui iront que nous bien avons au-delà des indemnités, puisque c'était l'interpellation qui a été faite tout à l'heure. Un mot, Violette Spilbout, puisque vous êtes co-rapporteur de cette mission, et que les maires aussi puissent vous interpeller, vous connaître, pour que vous puissiez entendre cette parole. Oui, bah écoutez, merci. Je ne vais pas être très longue après mon collègue Sébastien Jumel, avec lequel, vous le voyez, on travaille dans un esprit transpartisan et dans un esprit d'efficacité et d'utilité à l'ensemble des maires. On veut être ancré dans le concret. Lui, il a été maire longtemps. Moi, je ne suis que conseillère municipale d'opposition à Lille, dans une ville que j'aime. Et nous nous complétons dans nos expériences politiques, dans nos points de vue politiques différents, mais on est là au service des élus locaux. Et ce que nous voulons, c'est aboutir à une proposition de loi transpartisane qui s'appuie sur nos propositions que nous rendrons à la délégation à l'Assemblée nationale en décembre, mais aussi sur les travaux que le Sénat a engagés, le travaux que les associations ont largement non seulement engagés, mais communiqués, que ce soit l'AMF ou les autres associations d'élus. On sera là pour rendre ces propositions concrètes et budgétées, je le dis parce que la majorité présidentielle a cette responsabilité. Et puis pour terminer, peut-être juste un mot sur ce qui m'a le plus frappé dans ces 4 premiers mois de mission, c'est ce besoin de considération et de respect des maires par les citoyens, les acteurs privés et publics, considération, valorisation, et derrière tout ça, nous mettrons des propositions concrètes en œuvre. Et je crois que ce respect, ce mot respect, on l'entend comme un besoin vital de trouver le sens à cet engagement qui est tant de fois conspué. Merci, voilà. Madame la Merci députée. Alors on va laisser encore la parole dans la salle, en vous donnant la parole, Florent Rossi, et en vous permettre de vous exprimer, puisque vous êtes le président de l'Association des jeunes élus de France, et que vous travaillez, là, je crois, dans un partenariat avec l'AMF sur les propositions d'amélioration des conditions d'exercice des mandats. Vous êtes vous-même élu, et je vous donne la parole, Florent Rossi. Bien, bonjour à toutes et à tous, merci pour cette invitation à intervenir. Moi je suis effectivement un jeune élu, adjoint au maire dans ma commune natale d'Auribeau-sur-Siagne, dans les Alpes-Maritimes, et je préside effectivement l'Association des jeunes élus de France. Alors l'Association des jeunes élus de France, beaucoup dans cette salle doivent se demander ce que c'est. C'est une association transpartisane qui rassemble des jeunes élus de tous les mandats confondus, municipaux, départementaux, régionaux, parlementaires. C'est une association qui est déclinée dans le territoire et qui vise à porter la voix des jeunes élus, à créer un réseau d'échange et d'entraide. Voilà, et ça va de 18 à 35 ans. Alors effectivement, pour relier à la thématique que vous abordez ce matin, l'Association des jeunes élus de France a créé une commission de réflexion, là encore transpartisane, en vue d'une potentielle réforme que l'on espère tous du statut de l'élu. Nous, ce que l'on remarque, c'est qu'il y a parfois des spécificités liées à l'engagement chez les jeunes. Et ce que l'on remarque aussi, c'est que les jeunes, contrairement à ce que l'on peut entendre, ne se désengagent pas forcément, mais ont tendance à se détourner du mandat électif au profit d'un engagement pour une cause, dans une ONG, dans une association, un engagement culturel, un engagement sportif, beaucoup moins électif. Et les jeunes sont parfois difficiles à aller chercher. Et donc, en vue de ces discussions, nous portons un certain nombre de propositions, à l'image eh bien, de la création d'un statut de l'élu étudiant, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, et je l'ai vécu personnellement, eh bien, c'est anormal que dans les universités ou les établissements d'enseignement supérieur, les écoles, il y ait des dispenses d'assiduité, des prises en charge de transport pour des élus étudiants au sein de leur université et pas au sein des collectivités.
quand même une inégalité. Idem pour la proposition visant à prendre en compte la visioconférence dans les assemblées délibérantes locales. On porte cette proposition avec un cadre légal strict et clair, mais nous y sommes favorables. Et je conclurai sur la refonte totale, et ça a été un petit peu abordé durant ce congrès, du droit individuel à la formation des élus et à une journée de formation obligatoire pour inclure pleinement les jeunes et les élus sans délégation dans les conseils municipaux notamment. Merci Florent Rossi. Là encore, des propositions concrètes. Alors du côté du Sénat aussi, on a fait des propositions, vous continuez à en faire. Je rappelle, Françoise Gatel, que vous êtes la présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités locales et à la décentralisation. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous saluer tous, ayant été, comme l'a dit David Valence, maire un jour, même plusieurs jours. Voilà. On se sent maire toujours et c'est toujours un vrai plaisir d'être là, d'entendre, d'écouter, de partager l'émotion, la résilience et de se dire que quand au Sénat comme à l'Assemblée, on essaie de faire avancer les choses, il y a derrière nous toute cette armée là, de fantassins de la République qui sont dans le silence en train de faire les choses. Et je regarde les mots qui sont écrits là. Attaquer, menacer. En 2019, on parlait d'irriter, parce qu'il y avait des irritants de la loi NOTRe et on a, avec Sébastien Lecornu, soigné les irritants. Alors on n'a pas tout guéri, mais on a entamé la thérapie et aujourd'hui on est là. Et ces mots, ce ne sont pas des mots de provocation. Je pense que ces mots que le président de l'association des maires et vous tous vous portez, c'est comme un message de lanceur d'alerte grave et sérieux. Parce qu'on l'a vu, chacun le dit, l'étude qui a été menée Le Monde, les élus, ils sont fatigués. Ils sont lassés, ils sont épuisés, ils n'ont plus envie. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'y arrivent plus. C'est-à-dire que ce qui est souhaitable n'est plus possible aujourd'hui. Et que je pense qu'il faut que ce congrès soit ce qu'a dit Madame la maire d'Albi. Et moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention du jeune élu. Ça doit être un congrès de la volonté, de la détermination et de l'espérance. Parce qu'il y a dans nos communes, partout dans nos territoires, des citoyens qui juste se lèvent pour s'engager et servir. Et tout le monde loue les sapeurs-pompiers volontaires. Il y a des tas de dispositions pour les sapeurs-pompiers volontaires. Eh bien, être engagé, être maire, c'est ça. Donc il faut aujourd'hui affirmer les choses. Et au Sénat, on a déjà ouvert la porte, si je puis dire, dans engagement et proximité, dans 3DS, mais il faut aller plus vite et plus fort. Le président du Sénat a remis des propositions très concrètes cet été, et là, la délégation aux collectivités du Sénat vient de rendre 8 propositions très concrètes pour que l'indemnité des élus soit reconnue. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'être gêné, de dire que l'engagement a un prix, parce que la République, elle n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et les indemnités doivent être revalorisées. On doit faciliter l'engagement des étudiants. Et nous, au Sénat, on a fait des propositions très concrètes, comme on doit régler le problème qui n'est pas réglé du cumul handicap, enfin allocation handicapée et indemnité de maire. Donc on a 8 propositions très concrètes qui sont à la main du gouvernement et nous on propose de démarrer au 1er janvier 2024. Alors je ne doute pas que nous allons avancer et nous avons 2 autres volets. C'est la facilitation de l'engagement et de l'exercice du mandat. Alors on a parlé des normes, de la manière dont on doit accompagner les élus plutôt que les sanctionner, les autorisations d'absence, la formation. Et puis, quand on s'engage, on ne pense pas qu'un jour, il y aura une fin, mais que la sécurité de l'après-mandat est déterminante. Car un élu qui s'engage, c'est un engagement citoyen, mais il ne doit pas être puni ni pénalisé. Donc il faut sécuriser ça. Et je voudrais quand même rappeler 2 choses que nous avons déjà faites très concrètes. C'est la proposition de loi du Sénat sur la protection des élus, qui est en cours de navette avec l'Assemblée. Et je crois que ça, c'est une affirmation du respect que l'on doit donner. Et dernier point, c'est la proposition ou le projet de loi sur les secrétaires de mairie. Car pour qu'un maire puisse s'engager, il faut qu'il ait les moyens. Et je rappelle qu'il y a dans notre pays 1600 postes de secrétaires de mairie qui ne sont pas complets, enfin qui sont vacants.
Donc vraiment, moi je souhaite que nous soyons dans ce congrès de l'espérance et qu'on ne dise pas « Ah, c'est le congrès des maires, ils recommencent à pleurer ». Non, les maires, ils ne pleurent pas. Ils sont là. Regardez la manière dont ils ont géré la crise du Covid. Ils ont inventé des possibles, inventé des solutions. Pour une fois, ils sont allés plus vite que l'administration, qui n'avait pas trop le temps de les embêter. Ça a bien marché. Donc si l'État peut se détendre un peu, faire confiance aux élus, voilà, la vérité, elle est là. Merci Françoise Gatel. Alors, les uns et les autres, vous avez parlé de la formation des élus. Rémi Lefebvre, politologue, professeur des universités et professeur à l'IEP, l'Institut d'études politiques de Lille. Vous avez travaillé la question et dans le cadre de propositions que vous aviez faites dans un livre blanc de l'Association pour l'esprit public en particulier. Comment on peut progresser pour sécuriser la vie de l'élu quand il prend ses fonctions, pendant qu'il est en fonction, puis aussi peut-être penser à l'après-mandat, la vie continue une fois qu'on a quitté son mandat de maire. Oui, alors peut-être je voudrais rebondir quand même sur ce qu'a dit la sénatrice, parce que je pense que cette question des indemnités, c'était l'objet de notre livre blanc, hein, c'était sur les indemnités. Un mot quand même, parce que ce n'est pas une question anodine. C'est vrai qu'il y a une tendance à dire les maires ne sont pas engagés pour l'indemnité. Mais je pense que la question de l'attractivité doit prendre quand même en compte cette question. Et il est évident aujourd'hui que les jeunes générations ont un rapport différent à la politique, ont un rapport moins vocationnel sans doute à l'engagement électif par exemple, et cette question des indemnités, elle doit être prise en compte. Et dans ce rapport qu'on a publié dans l'Observatoire de l'éthique publique, on prend cette question à bras-le-corps. L'indemnité de maire est sous-indemnisée par rapport à certaines indemnités. Je pense par exemple à l'indemnité de conseil régional, qui pourtant est moins prenante. C'est une indemnité souvent qui est considérée, et ça suscite beaucoup de fantasmes, comme beaucoup trop élevée par l'opinion publique parce qu'elle n'a pas conscience du niveau de l'indemnité. Donc c'est très important aussi d'avoir plus de publicité, de comparer par exemple l'indemnité des maires par rapport au salaire médian ou au salaire moyen. On est très très en deçà, on est même très en deçà du salaire moyen des cadres la plupart du temps. Et donc cette question, je sais bien qu'il y a un tabou un peu autour de cette question d'indemnité, mais elle doit être prise en compte. Alors effectivement, ce n'est pas la seule question à prendre en compte. Aujourd'hui, dans l'attractivité des mandats, il y a la question de la conciliation entre le temps du mandat et le temps professionnel, et il y a aussi la question de sécuriser l'après-mandat, la question effectivement de savoir ce qu'on va faire après la politique. Et je pense que cette question-là, elle est décisive parce que aujourd'hui, beaucoup de maires plus jeunes, moins âgés, se projettent moins dans un long mandat. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils ne vont pas faire de la politique forcément autant qu'avant. Et donc, du coup, cette question de la validation de l'expérience et de la diplomation doit être prise en compte. Et donc, je trouve que l'AMF a fait des propositions tout à fait intéressantes, puisque l'AMF propose, par exemple, de proposer avec les universités une formation diplômante pour les élus, où ils pourraient finalement suivre une formation à l'université en alternance, valider les acquis de leur mandat. Ils sont énormes, aujourd'hui. Concrètement, les maires sont des entrepreneurs de politique publique, sont des urbanistes, sont des aménageurs. Ils ont donc une expertise qui est facilement valorisable à l'université, où par ailleurs, il y a de plus en plus de formations tournées vers les collectivités locales. Donc ça paraît tout à fait possible pour les élus qui voudraient valoriser cette expérience, en partenariat avec les universités, de valider en fait cette expérience. Je pense aussi, par exemple, que les élus peuvent aussi être formateurs, parce qu'on a besoin à l'université, auprès de nos étudiants, d'intervenants. D'ailleurs, les élus interviennent beaucoup. Moi, j'ai des formations où les élus interviennent. Et donc, on pourrait trouver effectivement des formes de coopération plus importantes pour que donc les élus, pour que cette idée de qu'est-ce qu'on va faire après le mandat soit plus intégrée dans le cours des trajectoires d'élus, et que les élus aient l'impression que les compétences, les savoirs qu'ils acquièrent sont valorisables pour après le mandat. Voilà, donc ça paraît extrêmement important. Qui n'en est pas seulement l'impression, parce que c'est la réalité aussi. Évidemment. Cette expérience d'élu local, tout ce qu'on apprend pendant un mandat, bien évidemment. Alors, on a la chance d'avoir avec nous, qui nous écoute depuis ce matin, Éric Woerth. Éric Woerth, ancien ministre, aujourd'hui député de l'Oise, qui a été chargé d'une mission très importante par le président de la République pour travailler sur l'évolution de la décentralisation dans tous ses aspects. Et bien évidemment, les conditions d'exercice sont au centre de ces projets.
Si vous voulez bien nous rejoindre, Éric Woerth, je rappelle aussi que vous êtes l'ancien maire de Chantilly. Vous avez été maire pendant plus de 20 ans. Bonjour, monsieur le ministre. Alors, cette mission qui va se mener dans les mois, et puis le travail que vous allez aussi avoir aujourd'hui à l'écoute des élus locaux, et en particulier de leurs associations. Oui, merci beaucoup d'abord. Merci de m'entendre. Nous, le président de la République m'a demandé de réfléchir à l'évolution de la décentralisation. Donc il y a eu beaucoup de textes. La décentralisation, elle est extrêmement défrichée. Il y a beaucoup de travaux, il y a eu beaucoup de lois. Et puis, au fond, il y a quand même une insatisfaction générale. On le note assez bien dans l'ensemble des débats qui ont lieu ici. Je viens au Congrès depuis très très longtemps. J'ai été maire pendant 4 mandats et président d'intercommunalité. Et je vois bien que les choses ne s'améliorent pas. Alors, les tensions dans le pays ne s'améliorent pas non plus. C'est que les maires en sont au fond à un moment donné les éponges, le reflet. C'est plus difficile d'exercer un mandat dans un pays moins apaisé que dans un pays plus apaisé. C'est vrai dans le monde entier, mais c'est vrai aussi en France. Et puis il y a d'autres problèmes qui s'ajoutent parce que la vie en société, elle évolue, parfois dans le bon sens et parfois pas dans le bon sens. Réfléchir autour de la décentralisation, c'est quoi? C'est de se dire que j'ai à peu près 6 mois, c'est de faire en sorte de proposer un certain nombre d'évolutions de règles, de lois, de normes, de simplifications qui permettent de mieux prendre en compte ce que vous dites aujourd'hui et souvent à très juste titre. D'abord, l'organisation entre les collectivités locales. La relation État-collectivité, elle est parfois dégradée. Il suffit d'entendre hier les discours du colloque, d'entrer dans le colloque. Je pense particulièrement aux contestations en ce qui concerne les finances, c'est jamais assez. Par ailleurs, l'État lui pense que c'est assez. Enfin, c'est un débat infini, je l'entends depuis toujours. Et mais ce qu'on entend aussi aujourd'hui, et on l'entend, Muriel Fabre, la secrétaire générale de l'AMF, ne va pas nous démentir, on parle de recentralisation. Enfin, peut-être, mais il n'y a pas de recentralisation volontaire. Quand vous parlez de thèmes, non, mais j'entends tout cela depuis très très longtemps. J'ai même été sifflé un jour comme ministre du budget dans cette assemblée générale. Puis applaudi. Je sais, puis applaudi après. Mais tout ça doit être de plus en plus éclairci entre adultes. Il faut qu'il y ait une république décentralisée. C'est d'ailleurs la Constitution. Donc il faut qu'elle le soit vraiment. Je parle devant mes 2 collègues sénateurs et députés. Il faut qu'elle le soit vraiment. Donc le travail, non pas pour supprimer une strate du millefeuille. Parce que si vous supprimez une strate du millefeuille, dans un an, on sera encore là et on sera en guerre civile. Donc ce n'est pas la peine. Ne faisons pas cela. Enfin, j'ai aucun problème là-dessus. Si on avait à recomposer la décentralisation, peut-être on ne le ferait pas de la même manière aujourd'hui à partir d'une table rase. Mais on n'est pas du tout sur une table rase. Et d'ailleurs, les politiques locales, elles marchent aussi. Moi, je veux bien qu'on soit tout le temps en pleine sinistrose, mais il y a heureusement plein de projets locaux qui débouchent, plein de belles histoires aussi à raconter, et vous le savez, enfin, les maires le savent très bien, plein de belles histoires à raconter autour de l'initiative locale. Alors, votre feuille de route, c'est clarifier les compétences aussi, adapter les normes? Clarifier les compétences, clarifier les niveaux de compétences, d'autres s'y sont essayés, on va essayer s'y essayer vraiment. Simplifier, ça a été le débat d'une partie de la matinée, simplifier les choses. Alors, c'est toujours très compliqué de simplifier. J'étais ministre de la réforme de l'État, je le sais bien, c'est toujours très très difficile. On peut citer des exemples, mais au fond, il y en a des milliers d'exemples. Donc comment on fait? Il faut partir de l'idée de faire confiance. Car si vous partez de l'idée du contrôle, alors vous commencez à compliquer beaucoup les choses. Si vous partez du niveau de la confiance, que vous laissez libre, au fond, celui qui est compétent sur un sujet d'exercer sa compétence, alors vous commencez à simplifier. Sauf que les collectivités, elles inventent aussi leur propre complexité. À demander un dossier de subvention à un département ou une région quand on l'a demandé à la métropole avant, c'est pas si simple, et vous le savez très bien. Donc simplification sur la normalisation, peut-être organiser mieux un pouvoir réglementaire des collectivités sur leurs propres compétences, faire en sorte que ce qu'on appelle la différenciation en termes un peu techno, c'est-à-dire la capacité à adapter au terrain
des normes nationales, que ce soit des normes législatives ou des normes réglementaires, voire d'ailleurs, l'État n'est pas toujours responsable des normes qui vous tombent dessus, hein. Enfin, il y a les fédérations sportives qui vous disent que le but de hand, il doit être à 50 cm, à plus de 1 mètre du mur. Ben, manque de peau, votre salle, elle n'est pas construite comme ça. Donc il y a beaucoup de normes et beaucoup de pouvoirs émetteurs de normes. Comment on fait pour essayer de faire en sorte que ça ne remette pas systématiquement en cause les politiques des collectivités? Donc un travail que vous voulez sous le signe du pragmatisme? Alors très pragmatique, pas idéologique du tout, et c'est un travail dans lequel, au fond, à la fin, il doit y avoir plus de décentralisation. Plus clairement de la décentralisation, ça veut dire aussi plus de responsabilité, mais aussi avec une capacité pour nos concitoyens, parce qu'au bout du compte, c'est toujours le même concitoyen, hein, qu'il soit concitoyen de l'État ou d'une collectivité. Ce concitoyen, il doit s'y retrouver dans le qui fait quoi, le fameux qui fait quoi. Et puis il y a la question des moyens, parce qu'elle est fondamentale. Si on pouvait essayer de crever l'abcès, ce serait pas mal. Alors, on ne part pas de zéro. On a supprimé la taxe professionnelle. Bon, j'en suis un peu responsable, j'étais ministre du budget. Donc on a supprimé la taxe professionnelle. Puis on a, pour de bonnes raisons, pour des raisons entrepreneuriales, compliquées pour les collectivités, on l'a vu à l'époque au moment du débat. Les fameux impôts de production. On a supprimé la taxe d'habitation. Pas simple, on a rompu le lien entre le citoyen local et le contribuable local. Donc quand même pas simple. On a supprimé la taxe d'habitation. On veut supprimer une partie des impôts de production et c'est une demande répétée de l'ensemble de l'économie française. Bon, et la plupart des impôts de production, ce sont des impôts locaux. Donc comment on fait pour recréer quelque chose? Donc on va y travailler dans les semaines qui viennent pour essayer de faire en sorte que les élus retrouvent de l'autonomie fiscale, financière. Il faut qu'on définisse exactement ce que ça veut dire. Les définitions ne conviennent pas aujourd'hui, notamment à l'AMF et sans doute à juste titre. Comment on fait pour essayer de faire une proposition qui englobe les dotations? La DGF, je ne sais pas si quelqu'un comprend encore comment elle est calculée. Je ne sais pas si vous êtes capable d'expliquer le niveau de DGF à votre conseil municipal, le pourquoi il a évolué, pourquoi il n'a pas évolué, pourquoi il est égal à 0, ou pourquoi vous devez de l'argent à l'État parfois. Enfin, donc c'est évidemment totalement incompréhensible. Donc c'est pas normal. Comment on peut faire pour essayer de faciliter tout cela? Et puis il y a les conditions d'exercice du mandat, ça a été beaucoup cité ici. Alors sur tous ces sujets, bien sûr, il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup. Et il y a eu parfois des annonces contradictoires aussi. Hein, Oui, alors ça peut arriver. Hein. ça peut arriver qu'il y ait des annonces contradictoires. Voilà, Gérard Larcher qui nous rejoint et qu'on entendra dans un instant. On essaiera de faire en sorte que ce ne soit pas contradictoire. Alors, je disais, Monsieur le Président du Sénat, que le Sénat a fait beaucoup de travaux, Gérard, sur plein de sujets de cette nature, les conditions d'exercice du mandat, mais bien plus que cela. Donc je vais partir évidemment des travaux existants, je ne vais pas réinventer la roue, je ne vais pas refaire des études. Le ressenti, il est à peu près clair et on voit bien que les gens ne sont pas satisfaits et qu'ils considèrent qu'ils sont de moins en moins libres d'exercer leur mandat et ça, c'est évidemment pas possible. Alors on n'est pas un État fédéral, on est un État uni, on est un État unique et évidemment on doit marier les deux, le pouvoir local, la capacité à décider localement et le pouvoir national. Mais son organisation est décentralisée, dit la Constitution depuis la réforme qui avait été engagée d'ailleurs à l'initiative du Sénat. Alors vous nous avez parlé de la méthode, le calendrier. Le calendrier, c'est 6 mois. Alors, le président du Sénat souhaitait que ce soit plus rapide, mais le calendrier, c'est 6 mois, c'est-à-dire vers le mois d'avril ou de mai. L'objet d'une conclusion, enfin, si ça marche, hein, vous savez, moi, je suis assez pragmatique. On verra bien. Je vais rencontrer évidemment toutes les grandes associations d'élus. Je répondrai à quelques invitations d'union de maires pour avoir des discussions évidemment locales. J'analyserai tous les documents en lien avec ceux qui les ont rédigés. Il y a des correspondants dans chacune des assemblées, à la fois à l'Assemblée et au Sénat, 2 députés. Il y a les présidents, notamment évidemment des délégations aux collectivités locales. Je ne vais pas réinventer la roue. Donc on va partir de tout ce bloc de travaux, de cette ambiance qu'on voit bien, de la nécessité au fond que, après toutes ces crises, alors je sais bien qu'on adore dire que la France est en crise sur tout, donc on en invente tous les jours d'autres, et puis il y en a de vrais, qu'on est en train de changer de
de vie pour plein de raisons et pour plein de facteurs, mais qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui sont solides, c'est l'État et c'est les collectivités. C'est là où se fait la démocratie. Et donc on parle de l'exercice du pouvoir. Comment on exerce le pouvoir? Il y a un président de la République qui est obligatoirement un peu vertical parce que c'est la 5e République. Il est élu par le peuple. D'ailleurs, les maires sont eux-mêmes, d'ailleurs, dans leur conseil, assez verticaux. Légitimité aussi, démocratique. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait des décisions qui soient prises. Et puis, il y a cette horizontalité des pouvoirs, c'est-à-dire sur l'ensemble des territoires, qui remplissent à peu près une bonne partie de la vie quotidienne des citoyens. Comment on fait pour que cet exercice du pouvoir il soit mieux réparti de façon compréhensible et avec un débat sur les moyens qui soit un débat fondamentalement démocratique, ce qui n'est plus aujourd'hui. Eh bien, merci Éric Woerth d'avoir été avec nous ce matin. Responsabilité lourde que la vôtre et un travail très attendu qui va aller et qui va converger, Muriel Fabre, avec les propositions que vous portez aujourd'hui à l'AMF. Oui, évidemment. Ça marche tout seul. Ça marche. Évidemment, aujourd'hui, je pense que le constat, on le partage tous sur les questions de la décentralisation, sur l'amélioration de nos conditions du mandat, bien évidemment. Et l'Association des maires de France est toujours force de proposition. Elle travaille justement activement et aujourd'hui, elle a envie d'être entendue. Il faut que nous passions désormais de la parole aux actes. Et on a besoin effectivement du gouvernement, on a besoin des travaux des parlementaires pour une traduction législative. Mais ce que demandent les maires aujourd'hui, c'est finalement des conditions d'exercice du mandat qui soient dignes et à la hauteur des missions qu'ils exercent pour l'intérêt général et dignes par rapport à la hauteur des responsabilités qu'ils exercent aujourd'hui. Je pense que c'est indispensable. On a besoin finalement, et c'est ce qui ressort finalement de notre débat de ce matin, on a besoin de respect et de reconnaissance. Et le respect, il passe par des choses simples en fait, parce qu'on parle de traduction législative, mais 2 exemples. On parlait du DIF, du droit à la formation. Aujourd'hui, on ne peut pas se former parce que notre plateforme, effectivement, est incompréhensible et parce qu'on a une identité numérique qui est extrêmement difficile. Et je pense que la simplification dans ce cadre-là, elle peut se faire très naturellement. Et c'est ça aussi nous montrer du respect. Et la reconnaissance, c'est la mise en œuvre de 78 propositions. Je pense que ce chiffre, il n'est pas anodin non plus. 78 propositions qui viennent du terrain, qui viennent de vos réflexions, puisqu'on l'a vu, nos propositions ont été consolidées par le questionnaire Cevipof. Donc je dirais simplement, en conclusion, allons-y, allons-y, mesdames et messieurs les parlementaires. Et puis, donc, des questions et des réponses que vous apportez. Catherine Lhéritier, plus de 70 propositions très concrètes qui couvrent tous les aspects qu'on a évoqués depuis le début de la matinée. Oui, alors Muriel l'a rappelé, ces propositions, elles sont nombreuses. On ne va pas les détailler aujourd'hui, elles ont été non, puis en plus on peut les retrouver sur le site de l'AMF. Simplement, moi je serais tentée de dire, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Muriel, notre titre de congrès, c'est Commune attaquée, République menacée. Moi, je serais tentée de dire élus confortés, République sauvegardée. Frédéric Roig. Oui, je ne veux pas faire de redondance, mais il existe aussi des expériences dans les territoires. On a fait des propositions et au niveau du réseau des associations départementales de maires, il existe beaucoup d'expériences. Simplement, nous, dans l'Hérault, par exemple, on a créé un syndicat mixte il y a 30 ans de formation. Les communes adhèrent, les intercommunalités. On forme plus de 1500 élus par an. Donc vous voyez ce que ça peut faire sur le mandat, sur tous les sujets possibles, inimaginables. C'est simple, c'est efficace, ça fonctionne, c'est pragmatique. Donc il faut aussi s'enrichir des expériences et du vécu dans les territoires pour aussi compléter ce qui peut relever après du dispositif législatif. Quoi. Voilà, donc c'est important. Merci, monsieur le coprésident de ce groupe de travail. Je me tourne pour terminer cette partie de débat vers celui qui l'avait introduite à partir de cette vaste enquête. Il y a les chiffres que nous vous avons présentés, il y a aussi les entretiens qualitatifs, cette écoute, et comment aujourd'hui, et après avoir entendu notre débat dans cet auditorium, eh bien, vous voyez se dessiner les choses conjoncturelles ou problèmes structurels. Ce bénévolat républicain qu'on évoquait, mais qui nécessite aussi des moyens, des sécurisations. Mais on voit bien l'évolution du métier de maire, métier bien évidemment avec des gros guillemets. Oui, je crois que les sujets autour du statut de l'élu local résument bien à la fois les difficultés, mais aussi
les solutions qui sont parfois prêtes, elles ne demandent qu'à être légiférées. Je retiendrai 2 éléments importants. C'est sur la question de l'engagement, vous avez dit tout à l'heure, il faut, et ça a été répété, les mots de respect, les mots de reconnaissance, les mots de considération sont effectivement peut-être plus subtilement que toute voie législative ou réglementaire, tout aussi important aujourd'hui vis-à-vis de l'action des maires. Non pas qu'il y aurait une souffrance abyssale vis-à-vis d'un manque de reconnaissance, mais l'enquête nous dit quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, 70% des maires estiment avoir la reconnaissance de leurs citoyens, de leurs habitants, dans l'action locale. Mais seulement 35% de ces mêmes maires nous disent avoir la reconnaissance de l'État. Donc, vous voyez, il y a un sujet dans la relation verticale aujourd'hui de l'organisation des pouvoirs dans le territoire. Et puis un deuxième et dernier élément qui me semble là aussi tout aussi fondamental, qui est lié, et ça a été évoqué par M. Woerth tout à l'heure, je ne sais pas quels seront les résultats de cette mission, mais on part quand même d'une situation où on laisse penser que nous sommes un pays avec une culture politique de décentralisation. C'est tout le contraire. Nous avons des lois de décentralisation, mais il n'y a aucune culture politique de décentralisation. Et pourquoi ça a une incidence sur la question de l'exercice du mandat de maire? Je crois que ça a été évoqué depuis hier. Les difficultés, elles sont celles de rouage avec un certain nombre d'interlocuteurs de l'État, les services déconcentrés de l'État. Tout ne va pas mal. Mais lorsque ça va mal, personne ne comprend les raisons de ce nœud gorgien qui, effectivement, empêche l'action des maires. Et ce point, pour moi, révèle, et pour conclure, un élément qui est peut-être plus général. C'est que ça me fait penser aux travaux d'un sociologue allemand, Ulrich Beck, qui avait écrit cet ouvrage sur la société du risque. Il essayait de comprendre et s'interroger sur le fait que ce qui caractérise nos sociétés modernes, avec tous ces problèmes sont traduits en termes de risque. Et que le risque vient presque comme un principe de valeur de nos sociétés. Et ça a introduit des changements considérables au cours de ces 20 dernières années. En France, on a constitutionnalisé le principe de précaution en 2005. Aujourd'hui, cette question du risque, elle devient probablement un élément qui contraint davantage l'action publique locale qu'elle ne la libère. Et je crois qu'il y a là des propositions qui peuvent éviter que tout sujet soit perçu comme un risque, entraînant des protections, et les protections ne sont pas toujours compatibles avec les libertés locales. En tout cas, c'est ce que semble, dans l'enquête, réclamer beaucoup des maires interrogés. Merci beaucoup, Martial Foucault. Merci, messieurs, de nous avoir éclairés de votre expertise. Madame, messieurs les élus, vous restez avec nous, puisque maintenant, c'est un moment important du 105e congrès, qui est l'intervention du président du Sénat, de Gérard Larcher, que nous accueillons ce matin dans notre débat. Voilà, je le disais, donc cette matinée se conclut avec le discours de Gérard Larcher, Monsieur le Président du Sénat. Vous avez écouté la fin de notre débat, mais au-delà de notre thématique, toutes ces thématiques aujourd'hui qui sont celles de ce 105e congrès avec donc
commune attaquée, République menacée. Nous vous écoutons. Cher Eric Woerth, je commence en préservant mes intérêts pour le futur. Avec plaisir, je voudrais saluer bien évidemment les deux présidents de délégations aux collectivités territoriales, la délégation aux collectivités territoriales du Sénat et de l'Assemblée nationale, Françoise Gatel et David Valence. Saluer le premier vice-président du Sénat, Mathieu Darnaud, dont la délégation comporte cette relation avec les collectivités territoriales, mais qui forme un couple absolument inédit et particulier sur les collectivités territoriales avec Françoise Gatel. Saluer nos collègues députés et sénateurs. Saluer le vice-président Laurent qui est là au premier rang. Je salue tous ceux qui ont participé à ce débat. J'ai pu le suivre en partie sur les écrans et ensuite à l'issue dans cette salle. Bien sûr, Madame le maire de Valloires-sur-Cissé, qui préside l'association des maires d'un département que j'aime bien, le Loir-et-Cher, vice-présidente de l'AMF, Catherine Lhéritier, du président de l'association des maires de l'Hérault, M. Roy, et Madame le maire de Lampersheim, avec qui j'ai emprunté tout à l'heure ma conclusion, après l'avoir écouté. Saluer Martial Foucault, avec qui nous avons souvent échangé, et Rémi Lefebvre, politologue, qui était là, et vous saluez tous. Mes chers collègues de métropole et des Outre-mer, et nous avons vécu avec les Outre-mer un moment particulièrement fort lundi au Sénat, et vous saluez tous, chers collègues maires adjoints et conseillers municipaux. Je suis heureux de me retrouver de nouveau parmi vous pour ce temps fort que constitue le Congrès des maires et président d'intercommunalité de France. Un rendez-vous d'ailleurs que je ne manque jamais en ce qui me concerne. Tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour toutes les communes, notamment celles du Pas-de-Calais, qui ont subi de très graves inondations. Je m'y rendrai début décembre pour partager avec le président des maires et avec les maires, à la fois sur ce qu'ils ont vécu, mais aussi pour connaître leur analyse et leurs propositions. Nous avons un précédent en Vendée. Je voyais hier la présidente des maires de Vendée, le président du conseil départemental, après cette fameuse tempête Xynthia. Ils ont pris un certain nombre d'initiatives, ils ont conduit un certain nombre de travaux, parfois en bouleversant parfois des directives de l'État, et on voit bien qu'ils ont mieux tenu, mieux résisté aujourd'hui face aux tempêtes et aux inondations. Je pense qu'il est important qu'ils nous fassent connaître leur analyse et leurs propositions. Il me revient de clore ce débat de ce matin, débat important sur l'engagement des élus que vous êtes, un engagement toujours plus exigeant, comme le souligne l'intitulé de cette matinée. Oui, j'ai entendu tout à l'heure quelques témoignages de maires soumis aux violences, de leur ressenti de tout cela, et nous ne pouvons pas l'ignorer, ou j'allais dire ne le vivre qu'une seule semaine dans l'année. C'est une réalité qu'ils vivent, eux, 365 jours par an. Ces dernières années, c'est vrai, nous assistons à une réelle crise des vocations, avec le syndrome fort d'une augmentation des démissions d'élus. On cite le chiffre de 1300, mais dans l'Aveyron, l'autre jour, le préfet me disait avoir établi la statistique avec ses prédécesseurs. En 3 ans, il y avait eu un peu plus de démissions qu'en 6 ans au cours du mandat précédent. Et je ne vais pas sans évoquer les démissions de maires adjoints et de conseillers municipaux qui atteignent des chiffres particulièrement élevés. On ne peut pas ignorer ce phénomène. Il est indispensable que nous replacions les élus locaux, mes chers collègues, au cœur de notre démocratie. Il est indispensable de répondre à vos attentes, à vos inquiétudes et de redonner de l'espoir. C'est, me semble-t-il, l'enjeu de votre débat qui, au-delà du débat, doit déboucher sur des propositions concrètes. Répondre à vos attentes, car il est temps de reconnaître enfin à sa juste valeur le travail que vous réalisez pour nos concitoyens, mais aussi pour l'État. Ne l'oublions pas, le rôle du maire est aussi un agent de l'État.
Vous l'avez évoqué toute la matinée, je ne reviens pas sur les enjeux. Je sais qu'une convention nationale de la démocratie locale s'est tenue le 7 novembre pour évoquer ces sujets. Mais je reste vigilant et comme votre président David Lisnard, il y a toujours des bonnes intentions à l'approche des congrès et l'après-congrès se révèle en général plus difficile. Conscient que les priorités d'aujourd'hui pourraient ne pas être les mêmes demain, le Sénat a donc décidé de prendre les devants. Je crois que Françoise Gatel est revenue sur le travail qu'elle mène avec la délégation aux collectivités territoriales. Aussi, je vous le dis, nous déposerons une proposition de loi sénatoriale au début de l'année sur les conditions d'exercice des élus. Et nous verrons alors les réponses concrètes du gouvernement. Avant congrès, après congrès, et après congrès, nous serons, comme saint Thomas, première manière, nous vérifierons si les intentions deviennent réellement une action. Nous devrons répondre à vos inquiétudes. Le thème du congrès, commune attaquée, République menacée. Ce thème rappelle que lorsqu'on s'en prend à la commune, c'est la nation tout entière qu'on attaque. En effet, dans une société française de plus en plus divisée, vous êtes en première ligne. Et la perte d'autorité que nous traversons a accru les actes de violence. En témoigne le drame de ce week-end dans la Drôme. Qui aurait imaginé qu'un bal dans un village de 500 habitants se termine dans ce drame-là? J'ai échangé hier avec la sénatrice de ce département. Je souhaitais profiter de ce moment pour remercier tous les maires, tous les élus qui ont participé aux multiples rassemblements du 12 novembre pour dire oui à la République et non à l'antisémitisme. Elle a résonné, cette marche, en écho à celle que vous aviez initiée le 3 juillet devant les hôtels de ville, alors qu'une vague d'émeutes traversait notre pays. Les émeutes du début de cet été ont effectivement été un révélateur très puissant de cette montée de violence. 516 communes touchées entre le 27 juin et le 7 juillet, 58 000 infractions recensées, 684 faits contre des élus, dans des territoires qui assez souvent n'avaient jamais vécu de tels actes. Permettez-moi de rendre un hommage particulier à ces élus, car une nouvelle fois, vous avez été, avec vos services, les sentinelles de la République. Concernant les violences dont vous faites l'objet, elles sont en hausse de 32%, le chiffre est maintenant bien connu. On dit qu'elles devraient s'accroître encore de 15% cette année. Et d'après la dernière enquête du CEVIPOF, vous êtes 69% à déclarer avoir été victime d'incivilité et 15% à vous sentir en insécurité. Des chiffres qui me font penser comme un miroir à l'enquête de l'IFOP du printemps dernier sur le ressenti des enseignants. 52% des enseignants disent s'être auto-censurés. Et en REP, 40% des enseignants ont déjà subi une menace ou une agression de nature identitaire. Je crois que ces chiffres et ce miroir traduisent l'état de notre société. Vous avez été les remparts de la République, alors je le dis, alors à la République d'être votre rempart. Nous devons donc aller plus loin en matière de réponse pénale. C'est tout l'enjeu de la proposition de loi portée par le président de la Commission des lois et mes deux collègues, Françoise Gatel et Mathieu Darnaud, visant à renforcer la sécurité des élus locaux et la protection des maires, adoptée à la quasi-unanimité le 10 octobre au Sénat. Elle va permettre, une fois adoptée par l'Assemblée nationale, et je ne doute pas que l'Assemblée nationale l'examinera rapidement, de renforcer l'arsenal répressif en cas de violence commise à l'encontre des élus pour améliorer la prise en charge des élus victimes de violences. Mais, pour en revenir aux émeutes de cet été, nous ne devons pas les oublier dans le zapping des événements. La réponse doit être à la hauteur des enjeux, car ce sont les symboles de la République, ne l'oublions pas, qui ont été touchés au mois de juin dernier. Les dégâts restent importants
et soulève un nouveau problème, la difficulté à trouver une compagnie d'assurance. Pardonnez-moi, je fais aussi dans le concret de ce que nous disent les élus. Je sais que Alain Chrétien, maire de Vesoul, mène une mission sur le sujet. La commission des finances du Sénat vient de lancer une mission d'information sur l'assurabilité des collectivités, car chaque collectivité doit pouvoir être assurée et ne pas se voir refuser le droit à un contrat d'assurance. Si nous voulons éviter une multiplication de ces actes, nous devons agir aussi pour rétablir tout simplement l'autorité. Le gouvernement a fait des annonces, je sais que certains d'entre vous les ont jugées insuffisantes, attendons d'en voir la traduction concrète. Mais, je vous le dis, traduction concrète, le 3 juillet, la sénatrice Sophie Primas avait déposé une proposition de loi d'urgence sur la reconstruction pour vous permettre de reconstruire plus rapidement pour ces communes qui avaient connu des dégâts considérables liés à ces émeutes. Cela a amené le gouvernement à réagir et à déposer un projet de loi adopté à l'unanimité le 18 juillet au Sénat. Pour ma part, je pense que pour faire de nouveau nation, des décisions importantes doivent être prises au-delà des mesures d'urgence. Nous devons d'abord en tirer les conséquences s'agissant de notre politique d'intégration. L'école a un rôle primordial à jouer afin d'y inculquer les valeurs de la République. Mais elle ne peut pas résoudre, l'école, tous les problèmes. C'est au sein de la famille que le respect de l'autorité doit être rétabli. La politique du logement joue aussi un rôle prépondérant en matière d'intégration et de cohésion au sein de nos communes. Vous devez donc être pleinement associés. Est-il pensable que des contrats territoriaux soient signés en matière de logement social aujourd'hui sans les communes? Ça m'apparaît impossible que nous ayons ces contrats sans les communes. Au Sénat, nous connaissons votre rôle. C'est pourquoi nous avons adopté le 10 octobre une proposition de loi pour renforcer le rôle des maires dans l'attribution des logements sociaux. Notre commission des affaires économiques est pleinement investie sur ces sujets face à la crise du logement actuelle. On nous annonce qu'une grande loi sur le logement serait bientôt sur la table de chacune des assemblées. Est-ce des normes en plus ou est-ce une loi concrète? Et je le dis clairement, on ne sortira pas de la crise du logement sans les maires, sans l'association des maires et sans la dynamique qui sera créée par les maires. Oui, ce n'est pas seulement qu'en matière de sécurité publique que les communes sont attaquées, c'est également à travers vos missions. Et ça nous renvoie à votre congrès, le 104e de l'année dernière, pouvoir agir. Vous avez une capacité à agir de moins en moins importante. Bien sûr, l'inflation des normes, vous le connaissez par cœur, mais en disant 40% de plus de normes en matière d'urbanisme. En 20 ans, 300% de plus pour le Code général des collectivités territoriales. Et je n'ose même pas évoquer la multiplication par 10 en 20 ans du Code de l'environnement. Voilà la réalité avec laquelle vous êtes confrontés. Je pense aussi aux spécificités de nos territoires. Je pense à nos outre-mer en matière de construction et de logement notamment. Les services de l'État qui trop souvent n'accompagnent plus mais contrôlent davantage. Regardez aujourd'hui, si je vous demandais comment vous avez pu faire un PLU ou un PLUI sans recevoir des injonctions de l'ADREAL, de la DRAC et d'un certain nombre d'agences, aujourd'hui vous ne pouvez plus agir. Vous avez en 15 ans perdu votre liberté de décision, d'engagement et d'action. Des budgets de plus en plus difficiles à élaborer. Vous avez, dans ces 15 années aussi, perdu toutes vos recettes directes. J'ai y compris appartenu à la majorité qui a décidé de faire disparaître la taxe professionnelle, puis la taxe d'habitation, puis, n'oublions pas, 12 milliards de DGF entre 2014 et 2017. Quand j'entends qu'on reproche aux maires d'augmenter la taxe foncière alors que c'est la seule recette fiscale qui leur reste, et que parfois on critique, entre guillemets, les réserves que vous constituez pour investir, vous voyez, je lis même les déclarations des ministres le dimanche, moi je vous dis, ça suffit, cette approche. Alors, cher Éric Woerth, en arrivant, je vous entendais sur ce sujet.
Il faut qu'on regarde tout ça sans tabou, qu'on le regarde concrètement, dans la réalité aussi de la situation financière de notre pays. On ne peut pas avoir un discours qui dirait il faut réduire les déficits et un autre discours qui dirait on dépense plus. Mais je crois que c'est en faisant confiance aux élus, en leur redonnant les moyens d'agir, la capacité à agir, qu'on pourra faire les choses. En effet, libre d'agir, libre de décider, libre d'innover, libre d'entreprendre, libre de rendre des comptes. C'est ce que j'ai vécu, moi. Jeune maire, et je suis encore jeune, mais élu après les lois de décentralisation, nous avions un espace de liberté qui a totalement disparu. Et quand je vois que pour prendre une décision, ma successeur à Rambouillet, qui est excellente, mais 2 fois plus de temps que le maire de Rambouillet que j'étais, je me dis que nous avons un problème, y compris pour le développement économique de notre pays. Alors, très clairement, une solution, un espoir. Car si je comprends, cher Éric, que la Ve République a une part de verticalité par nature, mais est-ce que la verticalité doit s'exercer dans le quotidien de nos vies municipales? Je crois que la verticalité sera encore plus forte quand elle s'exerce sur l'essentiel et non pas sur ce qui, pour un État, n'est pas l'accessoire, mais qui repose sur la confiance dans une trame de 500 000 élus locaux. Je l'ai dit au président de la République le 30 août, vous m'avez entendu le dire vendredi dernier à Saint-Denis. Je pense que nous avons besoin de cette 3e grande loi de décentralisation, après celle du président Mitterrand, après celle de Jacques Chirac. Le président de la République l'a annoncé le 5 septembre 2022, c'était il y a 14 mois. Entre-temps, il y a eu votre congrès et il ne s'est toujours rien passé. Je souhaite vraiment que la mission qui a été confiée à Éric Woerth ne soit pas une énième mission, mais qu'elle soit une mission, il a tout sur étagère. Il a tout sur étagère. Il le disait. Du Sénat, l'AMF a fait des propositions, l'ADF a fait des propositions, l'ARF a fait des propositions. Je crois que maintenant, il faut cesser de penser qu'il est urgent d'attendre et qu'il est urgent d'agir. Nous avons au Sénat travaillé, parce que nous sommes de bons élèves, nous avions entendu le président de la République le 5 septembre, le 5 octobre, on s'est mis au travail. On s'est mis au travail tous les groupes politiques. Et nous avons rendu, après 8 mois de travaux, une proposition, j'en avais pris l'engagement au dernier congrès des maires, qui a abouti le 6 juillet dernier à un rapport, toujours le même couple, Françoise Gatel, Mathieu Darnaud, avec le président de la commission des lois, 15 propositions pour vous redonner le pouvoir d'agir. Je les ai adressées au président de la République et il faut redonner tout son sens au principe de libre administration des collectivités territoriales. Il faut gérer en proximité ce qui peut l'être. C'est le fameux principe de subsidiarité qui nous vient d'Aristote et qui doit être, me semble-t-il, un principe que nous appliquons. Nous pensons également qu'il faut privilégier l'intercommunalité de projets en favorisant les transferts de compétences à la carte. Comme l'eau et l'assainissement doivent rester des compétences facultatives, je le redis ici, à cette tribune, aujourd'hui. Enfin, pour les Outre-mer, il est important de rénover le cadre institutionnel qui leur est applicable, pour dépasser l'opposition entre assimilation et spécialisation législative dans le respect de l'unité de la nation. Les facultés de différenciation ont besoin de chaque territoire s'il le souhaite. Le 13 décembre, notre groupe de travail sur les institutions débattra et fera des propositions au mois de février. Car qui dit décentralisation forte, dit aussi déconcentration forte. Nous souhaitons un État territorial fort. Nous souhaitons un préfet qui retrouve l'autorité sur les services de l'État. Et qu'on ne nous parle pas uniquement de déconcentration dans les discours. Très concrètement, malgré tous nos efforts, quand je vois ce que nous avons obtenu dans 3DS, c'est totalement insuffisant pour les préfets. Concernant les finances publiques, je n'y reviendrai pas, mais quand je vois qu'il est prévu maintenant de flécher une part de la DETR sur les projets de l'État liés à la transition écologique,
je me dis que définitivement, nous n'avons plus aucune marge de manœuvre autonome pour nos collectivités territoriales. Certes, il faudra, cher Éric Woerth, qu'on comprenne mieux les péréquations, que nous révisions la DGF. Plus personne n'est capable aujourd'hui d'expliquer les chiffres qui sont envoyés. Ça m'a rassuré quand j'avais questionné un ancien directeur général des collectivités territoriales devenu préfet de mon département. En lui posant une question, après 3 mois de réflexion, il m'a dit « je ne comprends toujours pas ». Ça m'a rassuré sur mon niveau d'intelligence, mais ça m'a permis aussi de confirmer que notre système est à bout de souffle. Il faut donc, et nous proposerons d'instaurer une véritable part d'autonomie financière et fiscale avec un panier de recettes claires. Oui, il faut refaire une refonte des règles de la DGF et des règles de la péréquation. Voilà ce que je souhaitais vous dire. J'y ajouterai un mot sur le zéro artificialisation nette. Le Sénat a beaucoup travaillé. Je ne suis pas sûr que nous soyons encore totalement au bout de nos peines sur le sujet. Bien sûr, nous avons rendu le SRADET non prescriptif, le droit à l'hectare, les grands projets nationaux seront comptés à part, mais nous sentons des difficultés, notamment dans des départements dynamiques. Car bien sûr, le principe d'économiser le territoire, et notamment le territoire agricole, est quelque chose d'important, de se mettre dans une situation qui nous permette d'envisager cette société décarbonée, et en même temps, à la lumière de propositions qui nous sont faites et d'observations, nous voyons que les territoires les plus dynamiques risquent d'être aussi entravés. Voilà pourquoi nous avons pris en conférence des présidents, la semaine passée, la mise en place d'un groupe de suivi pour le ZAN. Je le dis aux maires ici présents, CIRSE, qui est notre, en quelque sorte, conseil, je ne prononce plus le mot bureau d'études par les temps qui courent, mais ce que je veux dire, c'est que n'hésitez pas, par l'intermédiaire de vos sénateurs, à saisir, dès que vous avez une difficulté, dès que vous avez une difficulté dans la relation avec le préfet, dès que vous avez une difficulté dans l'appréciation de l'application du ZAN, c'est un point important. Alors, mes chers collègues, pour conclure sur l'autonomie financière, je voudrais revenir à la Cour des comptes dans son dernier fascicule sur les collectivités. Et vous le citez, les réformes fiscales mises en œuvre depuis 2018 ont affaibli le lien direct entre les collectivités et les ménages. Ils ont même rompu un lien de citoyenneté avec la disparition de la taxe d'habitation. Quand vous êtes dans un certain nombre de communes où plus de 60% des habitants ne participent plus aux services collectifs que vous avez votés dans le cadre du conseil municipal. Le lien direct entre les collectivités, les ménages et les entreprises de leur territoire. Votre autonomie fiscale s'est réduite. Je pense qu'à partir de ça, nous pourrions faire, me semble-t-il, des propositions. Voilà, mes chers collègues, quelques-unes des réflexions. Le temps est à l'action. Le temps est à l'action, voilà pourquoi Éric Woerth a parlé de 6 mois. Moi, je parle toujours de 3 mois, cher Éric. Je veux qu'on fasse un rapport d'étape, parce que je calcule que 14 plus 6, ça fait 20 mois. Quand on en sera au texte, nous aurons les Jeux Olympiques et nous renverrons encore la décentralisation au 107e Congrès des maires. Et moi, je ne veux pas que nous parlions de décentralisation au 107e Congrès des maires. Je veux que ce soit le thème du 106e Congrès des maires. Le thème c'est le 85e Congrès des départements et celui des régions. Je pense vraiment qu'il y a nécessité à agir. Alors, Madame le maire de Languedoc-Perzheim, vous avez dit tout à l'heure, allons-y. Eh bien, moi, je vous propose, pour les communes, pour le territoire et pour la République, enfin d'y aller. Allons-y. Vive la République et vive la France. Merci Gérard Larcher, merci Monsieur le Président du Sénat. Allons-y, dites-vous. Merci à tous ceux qui sont intervenus, qui ont participé à cette matinée de débat. On se retrouve dans ce grand auditorium cet après-midi pour un débat rural-urbain. La solidarité ne se décrète pas, elle se construit. Et je vous rappelle que vous avez jusqu'à 15h pour voter, pour aller jusqu'à la salle de vote. Vous pouvez aussi participer à ce vote avec vos smartphones et autres tablettes. 14h30 dans cet auditorium rural-urbain.
La solidarité ne se décrète pas, elle se construit. Yeah, just for the